Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de donjons poussiéreux, de Dark Gothic et de héros en tout genre, avec le tout nouveau jeu Kickstarter Darklight Memento Mori. Comme vous le voyez, hein, c'est une très grosse boîte que j'ai du mal en plus à caler. Darklight Memento Mori, c'est pour 1 à 4 jours pour des parties avoisinant les 60 à 120 minutes, c'est de dungeon crawler coopératif, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Et ça vaut une centaine d'euros. Hein. Il y a des boîtes qui se trouvent un peu dans le retail quand on essaye de trouver un peu de l'import. Darklight Memento Mori, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un jeu qui a été kickstarté il y a 2 ans maintenant, qui est sorti uniquement aujourd'hui pour les bakers. Et c'est un jeu qui est un peu old school sur ses fondamentaux. Ça reste du Warhammer Quest pour de l'exploration, etc. Mais à l'intérieur, il y a plein de systèmes intelligents avec les jeux en fait actuels, donc c'est une sorte de Warhammer Quest revisité. Le pitch un peu de Darklight Memento Mori, donc vous jouez les 4 héros que vous voyez ici, à savoir qu'un mage du sang, le Black Knight que vous voyez ici, l'exorciste que vous voyez ici, et hop, l'archer ici, voilà la rogue démonette que vous voyez ici. Donc chaque joueur en fait se lève dans une prison, la mort vient à eux et puis elle leur donne le cœur sacré que vous avez ici qui est source aussi de lumière et leur dit qu'il va falloir faire une aventure périlleuse dans le monde d'Intermundis. Grosso modo les démons en fait ont pris place dans le monde d'Intermundis, ce à quoi voilà entre un amour qui s'est fait entre un ange et puis une ange, et du coup voilà, un amour interdit qui a transformé l'ange en démon, et pour reconstituer son amour grosso modo qu'il a perdu, il est en train en fait de dévaster le monde, de récupérer des armes et des âmes pardon, et non pas des armes, et du coup il essaye tant bien que mal de reprendre son amour perdu. Donc c'est assez bien chiadé hein, sur l'écriture, parce qu'il y a vraiment un bon univers derrière, et c'est un truc assez sympa. Je vous en dis pas plus, hein, vous le lirez par la suite si ça vous intéresse, sans vous spoiler. Mais grosso modo, voilà, il y a un background qui est très riche. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Darklight Memento Mori. Petit tour rapide du propriétaire dans une boîte de Darklight Memento Mori, nous allons avoir plusieurs choses. Je vous ai vraiment pas tout exposé puisque la boîte fait 10 kilos et malheureusement voilà, il y a pas assez de grande place sur la table pour pouvoir faire des choses. Sachez que nous allons trouver en fait des tuiles puisque c'est un jeu qui se veut aussi d'exploration de dungeon crawler, donc qui dit dungeon crawler dit figurines et tuiles. Nous allons avoir des figurines ici, ainsi que je vais vous exposer les figurines à la fin hein, pour vous montrer grosso modo le vrai travail qui a été fait sur la précision sur du monobloc. Je pense que j'ai jamais vu ça en fait nulle part ailleurs, hein, sur une telle précision sur du monobloc encore une fois. On va avoir plusieurs cartes, des cartes de loot qui vont nous permettre de découvrir des trésors et de récupérer ensuite des loots. Des cartes d'environnement qui sont là sur une extension, mais il me semblait important de les mettre dans cette vidéo pour vous montrer voilà l'importance des extensions. Ce n'est pas uniquement des héros et des monstres qu'on rajoute, il y a quand même un gameplay derrière qu'on rajoute. Des cartes Journey qui sont des cartes de voyage. Durant votre voyage dans différentes cités d'un donjon à l'autre durant votre campagne, eh bien vous allez trouver en fait des cartes voyage par rapport au nombre de jours que vous allez passer dans la campagne. Des cartes de donjon qui vont symboliser bien sûr votre donjon, des cartes d'événements qui symbolisent les événements que vous allez trouver dans ce donjon périlleux, ainsi que des cartes de boss qui vont vous permettre d'affronter des boss à chaque fin de donjon. Et ça pour le coup c'est hyper sympa puisque ça donne l'impression d'avoir un jeu vidéo sur la table, une sorte de Diablo-like, et même c'est assumé, hein, parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui ressemblent à du Diablo, du hack and slash, où on avance, on tire, on avance, on tape. On va avoir ici différentes petites cartes qui représentent des compétences, des spells, donc des sorts, ainsi que des miracles qui sont les sorts de l'exorciste par exemple. Un plateau de jeu ici qui va représenter votre personnage, comment vous allez pouvoir l'équiper, à savoir la tête, la jambe, la main droite, la main gauche, une piste en rouge qui symbolise les points de vie, une piste en bleu qui symbolise la sanity, donc l'esprit. Donc quand on devient fou, on quitte le donjon, on a peur. On a ici un traceur qui est un compteur de tours qui vont nous ramener en fait des déboires durant l'exploration de donjons, des portes en 3D qui vont pouvoir se mettre ici sur les petites coulisses en 3D, et puis d'autres salles ici, comme je vous ai exposé
par la suite. Donc voilà, là, et des tokens, bien sûr, hein, comme j'ai pu le voir ici directement à la vidéo, et bien sûr des dés, puisque qui dit Dungeon Crawler dit aussi dés. Allez, sans plus attendre, voyons comment se passe un setup de jeu. Tout d'abord, chaque joueur va se munir d'un héros qu'il souhaite endosser le rôle. Nous allons avoir plusieurs héros dans la boîte de base, nous allons avoir 4 en fait, qui sont classés par genre, féminin, masculin. Donc on a le Black Knight. Si on prend ici la fiche d'un héros, donc on va avoir plusieurs caractéristiques. Là, on va avoir l'illustration, formidables illustrations dans le jeu, hein, vraiment, ça vous fait voyager directement. Ici, nous allons avoir le nombre d'attaques de mêlée. Donc le 2 ici symbolise qu'on a 2 attaques qu'on va pouvoir faire à son tour. Et le 4 ici symbolise tout bonnement qu'on doit faire 4 pour pouvoir blesser son adversaire et ensuite voir de combien on le blesse. Ici, nous allons avoir les attaques, bah pareil, hein, qui sont du range, qui sont des attaques à distance. Attaque de mêlée, attaque à distance. On peut très bien cumuler 2 attaques de mêlée ainsi qu'une attaque à distance avec ce Black Knight. Ici, nous allons avoir le belt size, qui est ce qu'on peut mettre en fait dans sa ceinture. On peut mettre jusqu'à 3 items. Nous allons avoir le nom, la caractéristique, c'est un warrior. L'initiative, qui est de 3, qui nous permet en fait de jouer par rapport au nombre de l'initiative. Plus l'initiative est élevée, plus on sera le premier à jouer. Ça représente un peu ce qu'on peut trouver dans Gloomhaven par exemple. Le mouvement, de combien se déplace le Black Knight. Les points de vie de 12, quand il n'a plus de points de vie, on meurt directement. Mais on n'est pas éliminé du jeu, vous allez voir que ça a une importance aussi par la suite. La sanity qui est un peu l'esprit, la santé mentale, quand on n'a plus en fait de sanity, on a tous ses attributs réduits de 1, et si on a 2 fois moins de sanity, c'est-à-dire qu'on arrive à 8 avec le Black Knight, eh bien on est directement enlevé du jeu, on fuit en fait le donjon. On va avoir les items de départ qui sont ici par exemple une épée cassée ainsi qu'un consumable. Nous allons avoir des règles spéciales, mais il n'y en a pas sur le Black Knight. Et ici, nous allons avoir des attributs. Donc nous allons avoir la force qui va nous permettre en fait d'infliger des dégâts quand on va attaquer. La perception qui va être la valeur qu'on va ajouter quand on va pouvoir justement attaquer avec une arme à distance. L'esprit, le mind qui est là pour uniquement lancer des sorts, le charisme qui va jouer sur certains sorts, mais qui va jouer aussi sur certains événements de village, de ville et d'exploration, de voyage, l'agilité qui va nous permettre de faire des phases d'agilité et de réduire des blessures, et l'endurance qui va nous permettre voilà, de récupérer autant de points de dégâts qu'on a en endurance, et ensuite de récupérer sur des points de vie. Donc on a le Black Knight qui est le warrior. Alors si on retourne un peu la fiche, on a le genre féminin derrière. Et c'est plutôt pas mal, sauf que en termes de figurines, ça suit pas, on a que ce côté-là, en fait, classique. Donc on a le Black Knight qui est un warrior, on a la Blood Witch, donc la magie du sang, qui elle est spécialisée dans les sorts, etc. Elle a moins de points de vie pour le coup. On a le Outcast ici, qui est le sorte de rogue démoniaque, donc on a tout le temps, hein, côté masculin et féminin, donc ça c'est assez sympa, mais les figurines ne suivent pas. Et on a l'Exorciste, qui lui est plus le paladin du jeu, hein, qui fait uniquement des choses qui soient bonnes. Alors là, il faut savoir que sur ces fiches de personnages, on a toujours des items hein, qui sont directement le starting equipment, et on a aussi des caractéristiques qui sont spéciales à ceci. Et parlons de ces caractéristiques. Quand un joueur a fini par prendre un héros, donc là par exemple on a pris le Black Knight, il va récupérer une carte ici qu'on appelle le Heirloom. Le Heirloom c'est quoi? C'est une carte qui est spécifique en fait à un personnage qu'on tire de manière aléatoire et qui va raconter un peu sa vie passée, puisqu'on commence en étant amnésique. Donc par exemple ici le Black Knight que j'ai choisi, hop, eh bien il commence ici avec un rasoir, donc peut-être qu'il était barbier ou qu'il avait un rasoir justement pour ses longs voyages, et là par exemple on nous dit de rajouter un dé supplémentaire quand on fait des tests de charisme. Donc voilà, ça personnalise vraiment votre héros et ça permet de builder derrière tout un univers folklore qui est assez sympa. Ensuite on récupère pour le Black Knight, voilà, chaque item qui est propre au Black Knight dans son starting deck. Donc on va avoir par exemple ici la Broken Sword, et si on se réfère un peu à la capacité du Black Knight tout à l'heure dans son starting equipment, il avait une Black Sword, donc c'est celle-ci. Là sur une fiche, plus principalement une carte, nous allons avoir l'attaque, donc là on fait 1d6 dommages et on a Cleave, je vais vous rappeler ensuite Cleave ce que ça fait par la suite de cette vidéo. L'image, la Broken Sword, on a ensuite attaque de mêlée Sword Iron, donc c'est tous les petits attributs que vous allez trouver sur les petites cartes d'équipement. La main, si on a 2 mains, ça veut dire qu'on est équipé obligatoirement de 2 mains pour pouvoir jouer cette carte, sinon on peut avoir une arme dans chaque main et ça va avoir un bonus aussi par la suite si vous voulez faire une attaque avec 2 armes au corps à corps. Ici nous allons avoir le poids, on commence avec un poids de 10
plus l'endurance des personnages, donc 14 par exemple pour le Black Knight, et ici nous allons avoir le prix de la revente. Une fois qu'on a fait ceci, on va prendre les cartes de compétences qui sont du Black Knight, donc qui est la compétence Warrior. On peut pas attribuer par exemple une autre capacité qui est l'exorciste sur le Black Knight, hein, c'est pas possible puisque lui c'est uniquement un Warrior. Donc on va prendre des cartes, et sur les cartes, vous voyez qu'on a pléthore en fait de compétences. Et sur ces cartes, on va avoir plusieurs niveaux. On va commencer bien sûr par le niveau 1. Donc quand on commence le jeu, on prend toutes les cartes de niveau 1 et on en choisit une. Donc on peut dire que notre warrior par exemple est un brawler. Donc il peut en fait taunt. Donc comment dire, ah j'ai oublié le mot en français, il peut récupérer, voilà ça y est, il peut en fait récupérer les ennemis qui sont sur ses potes, et se les approprier. Donc voilà, il fait une sorte de provocation et taunt ses provocations en anglais. Donc ça c'est le niveau 1. On peut aussi dire que notre Black Knight par exemple fait un combat stance, donc il peut avoir en fait deux postures de combat, une posture défensive et une posture quand on retourne la carte comme celle-ci, offensive, qui gagne +1 en force. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a aussi différents niveaux, niveau 5, niveau 4, niveau 4, niveau 4, voilà, ça va jusqu'au niveau 4, mais on peut vraiment builder son personnage par rapport à ce qu'on veut. Et ça, c'est vachement génial, et c'est ce qui manquait aux anciens Dungeon Crawlers. Mais qui dit fiche de personnage dit aussi fiche de monstre, et il y en a pléthore dans cette boîte. Ici par exemple sur une fiche de monstre, nous allons avoir le nom, c'est un Dreadworm. Ici nous allons avoir une petite histoire de pourquoi du comment, hein. Il se prend autant de personnes, donc vous voyez que c'est vraiment dégueulasse, et moi j'aime beaucoup, c'est l'horreur à souhait. Si on retourne un peu la fiche, nous allons avoir plusieurs choses. Donc l'initiative, hein, c'est toujours celle qui est la plus forte qui commence en premier. Ses dénominations, donc lui il va faire des attaques de mêlée, c'est un démon, c'est Gularoth, il est large et il n'a pas de côté en fait, il n'est pas pour un côté ou l'autre. Ici nous allons avoir le déplacement, nous allons avoir le combat, donc il fait 2d6 dommages quand il touche, très 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 fort. Et le behavior ici, c'est quelque chose qu'il va faire directement quand il va arriver en mode embuscade. Vous allez voir par la suite de cette vidéo. Ici nous allons avoir les perks, donc ce sont des choses qu'il a de manière supplémentaire quand vous gagnez de niveau. Par exemple ici au niveau 1, il n'a pas de perks comme vous le voyez, mais là au niveau 2, il va avoir +1 en perks, et le +1 en perks, ça va lui donner en fait tout ceci. Donc il va avoir le Nail and Thief, ensuite il va avoir le Deadly Bite, et ensuite il va avoir l'Acid Bill. Donc il y a plein de trucs, et c'est limite un jeu évolutif, plus vous allez augmenter en fait, et plus les monstres vont être forts et vont développer des caractéristiques supplémentaires, là où vous aussi vous allez gagner des caractéristiques supplémentaires, donc très 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 sympa. Ici nous allons avoir un petit tableau qui représente les niveaux ainsi que les caractéristiques, le S étant la force, le P la perception, le 2 le mind, le C le charisme, le A ça va être l'agilité, et le 5 c'est l'endurance, donc c'est le nombre en fait de dégâts qu'il va absorber pour pouvoir prendre ensuite des blessures. Il a une attaque de mêlée, 3+, il touche. Il vous rapporte 10 souls, et les souls c'est un peu la monnaie du jeu, hein, c'est les âmes que vous allez collecter et qui vont être échangeables par rapport à de l'argent, à savoir que un soul, eh bien ça vaut 10 pièces d'or, donc c'est plutôt pas mal quand vous gagnez en fait, vous voyez 10 souls ici. Et on a ensuite ici les points de vie. Donc on peut voir d'autres, hein, on va avoir le Grim Cultiste, formidable illustration, franchement on fait je pense pour un jeu comme ça assez sympa. Le Seeker qui est une sorte de serpent, le Scorn Savage qui est les sortes de guerriers orques. On va avoir les Crawlers qui sont des araignées avec, vous voyez, une tête horrible qui est juste là pour faire peur et pour faire diversion envers les autres. On a le Dévoreur ici, qui a l'œil de la terreur. On a celle-ci qui est une de mes préférées, le Déviante, qui est un homme et une femme qui se sont tellement accouplés et fait des trucs de luxure dans leur vie en fait active, que du coup, voilà, dans l'enfer, ils sont destinés à être fusionnés. Donc c'est assez hallucinant en termes de background aussi. On a les Scorn Hunters, on a les œufs en crawler, voilà. Donc on a plein de trucs. Une fois qu'on a choisi son personnage, qu'on a choisi ses caractéristiques, il va être fin prêt à jouer. Du coup, on va pouvoir établir notre deck donjon. Le deck donjon nous dit quoi? Eh bien, on va avoir des salles en fait standards qui sont ces salles-ci. Et puis toutes les salles, vous voyez, avec la petite icône de crâne, eh bien ce sont des salles grosso modo spéciales qui sont dites de chapitres et qui vont faire office de salle finale. Donc on a ici par exemple le Necrostream, des objectifs hein, qui vont être supplémentaires, le Hall, le Sanctuary, l'arène et la chapelle. Donc toutes ces cartes-là vont vous permettre
d'être mélangées à des cartes standards et ensuite elles vont constituer votre paquet de donjons. Donc à chaque exploration, on va relever une carte et on va voir ensuite quelle est cette carte. On va passer enfin en revue les cartes d'événements qui sont des cartes qui vont être tirées lors des rencontres sur la piste de Darkness. À chaque fois qu'on va faire un, donc on va avancer le token du Darkness et si ça arrive sur un pointeur rouge, on lance le dé, sur 1 et 3 c'est une embuscade, donc on va tirer une carte de monstre encounter, de rencontre, et c'est du 4 et 6, on va tirer une carte d'événement. On a une soixantaine de cartes d'événements, et sur les 60 cartes d'événements, c'est de l'unique, mesdames et messieurs, c'est-à-dire qu'un événement ne sera jamais en fait pareil dans le deck. On va avoir à chaque fois des parties qui sont uniques. Sur une carte d'événement, je vais vous en montrer une. Alors il peut y avoir des cartes d'événement qui sont vachement très cool pour notre pool de joueurs, et d'autres qui sont vachement néfastes. Donc pour le coup, là, c'est l'aspect random qui prône. On va avoir ici le nom, l'image, et nous allons avoir, hop, des petites caractéristiques, donc on va avoir des succès à faire, ou non, on va avoir d'autres trucs qui nous disent vous prenez temps, et puis basta, on va avoir des choix aussi cornéliens à faire, donc je trouve ça assez génial, sachant qu'on reste sur de l'unique. Une fois que chaque joueur a récupéré son personnage, nous sommes enfin prêts à jouer et débuter un tour de jeu. Alors pendant un tour de jeu, ce qu'ils appellent un round dans le jeu, eh bien nous allons avoir plusieurs caractéristiques et plusieurs phases de jeu à faire. Nous allons avoir la phase de Darkness Roll, la phase d'exploration, d'événements, la phase de changement et d'équipement, le turn start qui va être de jouer selon l'initiative ou pas, puisque vous allez voir, il va y avoir une importance durant ces phases, la phase où on va récupérer du mana, la phase de mouvement, la phase d'attaque, et ensuite la fin du round. Alors on va les prendre bien plus en détail pour vous montrer grosso modo de quoi il est question. Donc la phase, la toute première, c'est le Darkness Roll. Donc on va lancer en fait un dé rouge ici. Si on fait de 2 à 6, rien ne se passe. Par contre, si on fait un 1, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, le petit token que j'ai mis ici va avancer sur cette roue. Quand il va faire un tour complet, on va gagner plus un token qui va nous permettre de nous soigner ou alors de ressusciter nos morts. On commence avec un certain nombre de tokens qui est le cœur ensanglanté ici, vous voyez. Et à chaque grand tour, on en gagne un. Donc il y a quand même un effet bénéfique à pouvoir faire des tours. Mais vous voyez qu'il y a des cases noires et des cases rouges. Donc quand on fait un 1, on avance ce tracker de 1. Deux choses, soit on arrive ici et rien ne se passe, soit on arrive ici et on a une rencontre. On lance un dé sur le token rouge, quand on arrive sur une phase rouge. Sur 1 et 3, c'est une embuscade de monstres, donc on tire une carte de rencontre et on met le nombre de monstres adéquat par rapport à cette carte. Et sur 4 et 6, c'est un événement, donc on prend un événement, on le pose directement sur la tuile en fait d'un des mecs qui vient de jouer. Donc ça c'est la première phase, hop, qu'on doit faire. Donc on met ça ici, on va lancer le dé, voilà, on fait 2, hop, tout va bien. Ensuite, on a la phase d'exploration. Pour la phase d'exploration, je dois au préalable ouvrir une porte qui me coûte 1 point de déplacement, et ensuite pouvoir faire une exploration. Donc là, pour le coup, je ne peux pas la faire. La phase d'événement, il n'y a aucun événement en fait présent sur la tuile de mon personnage, donc je joue tout seul ici, donc on la squeeze aussi. La phase de changement d'équipement et d'échange d'équipement, et ben là plutôt je suis plein mal, donc je vais laisser. Et là, on a le début du tour. On commence par rapport à l'ordre d'initiative, en mode combat, donc quand il y a des monstres, c'est l'initiative qui prône, et en hors mode combat, comme je le suis ici, vu qu'il n'y a pas de monstres, on choisit n'importe lequel joueur qui commence. Donc par exemple, moi avec mon 3 d'initiative, si mon pote à côté avait par exemple 8, il commencerait, mais là, vu qu'on n'est pas en combat, je peux commencer. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut pas absorber du mana, donc le channeling phase, ça je l'enlève, c'est uniquement pour la magie du sang. Ensuite, on a la move phase et l'attack phase. Donc la move phase, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut déplacer son personnage d'autant de points de mouvement qu'on a. Donc par exemple, ici, on a 4 points de mouvement. Je peux me déplacer de manière orthogonale, diagonale, etc. Il n'y a pas de problème. Donc je peux faire 1, 2, 3, j'ouvre, hop, et 4, je me mets par exemple ici. Pour un point de mouvement, ce que je peux faire aussi, c'est de reculer, etc. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, vous voyez qu'on a des petits tokens ici de stamina qui représentent en fait l'endurance. Donc on en a 4 pour le chevalier noir. La règle nous dit quoi? Nous dit que si par exemple on veut se reposer un peu pour récupérer justement un token, puisque ces tokens vont vous permettre, une fois dépensés, d'annuler des attaques ou alors de parer certaines attaques et d'évader des attaques, on retourne en fait les tokens. Donc pour en fait squeezer l'ensemble de ma phase de déplacement, je retourne un token de stamina, d'endurance, sur sa phase d'active. Donc c'est vraiment important, il y a tout un aspect stratégique, vous allez voir, qui va être tourné aussi sur l'endurance.
Ensuite, on a la phase d'attaque. Donc la phase d'attaque, c'est si vraiment j'ai un monstre hop qui se trouve ici, je peux directement attaquer. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la phase d'attaque tout de suite en détail. Donc quand j'ai un monstre comme ça qui est adjacent, je ne peux pas déjà me déplacer. Compliqué puisque du coup je suis engagé avec son personnage. Et vous allez voir que là les stamina rentrent en compte. On a des petites potions ici qui représentent du coup l'endurance, et pour 2 potions hop, 2 endurance que j'enlève, eh bien je peux faire ce qu'on appelle un thumb. Donc je peux me désengager d'une personne n'importe quand, hein, quand je veux, et là je vais pouvoir directement me déplacer même si je reste en fait adjacent. Donc si vous avez fait votre thumb avec 2 et vous êtes quand même adjacent, vous pouvez vous déplacer. Et c'est là où c'est important aussi, puisque dans le cas de figure où vous prenez une attaque par exemple avec lui qui attaque avec 1 de distance et à mêlée au corps à corps, on peut, s'il fait son attaque et s'il obtient par exemple un fort coup, on peut dépenser hop 2 stamina pour faire un back et se retrouver par exemple derrière, et là vous voyez que j'ai un trou, donc il va pas pouvoir m'infliger des blessures. Et c'est là où c'est vraiment important d'avoir tout un positionnement de personnage et d'adopter une stratégie de pas être coincé par rapport au mur, puisque s'il y a des murs, on peut pas faire un back et du coup c'est compliqué, on va se prendre directement le dégât. Donc on va revenir sur notre exemple où le chevalier noir va attaquer. Je rappelle que le chevalier noir lui a 2 attaques au corps à corps et qui touche sur 4+, donc on va lancer le dé. Il fait un 4, donc premier succès. Là, on va directement lancer le dé par rapport à l'attaque de sa Broken Sword, donc il fait un 4. On lance un deuxième dé pour voir combien on inflige. On inflige 5 plus la force du Black Knight, qui est par exemple de 4 ici, donc on est à 9. Et on va enlever les 9 qu'on inflige sur l'endurance de ce petit démon. À savoir que ce petit démon, par exemple, je sais qu'il a 5 d'endurance, mais il a 5 points de vie. Du coup, les 5 d'endurance, c'est les 5 qu'on a collés ici, on enlève. Il nous reste 4, on inflige 4 blessures directement au mec. Lui, il a 5 en points de vie, il me semble. Donc on va lui rajouter en fait hop, un token de 5 wounds directement ici. Ça, c'est le premier cas de figure où tout se passe bien. Le deuxième cas de figure, c'est si on échec. Ça veut dire si on fait par exemple en dessous de 4, donc 1, 2 ou 3, c'est directement un échec et on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est fini. Sachant qu'un 1, c'est automatiquement auto-fail. Donc gardez bien ça à l'esprit. Et le troisième cas de figure, pardon, donc on a vu l'échec, la réussite. Là, c'est si on fait un 6, eh bien, c'est la super réussite de la mort qui tue. C'est ce qu'on appelle un critical hit. Le critical hit nous dit quoi? Nous dit qu'avec l'arme qu'on a attaquée, on fait le maximum point de dégâts et on n'a même pas besoin de lancer le dé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, sur un 6, je fais le maximum point de dégâts avec ma Broken Sword qui est 1 d 6, donc je fais 6 automatiquement. Je rajoute ici la force qui est de 4, je fais 10 et je tue directement normalement ce personnage-ci. Par exemple s'il avait 5 points de vie. Donc hop, on l'enlève. Quand on gagne... quand on tue un personnage et qu'il n'y a plus de méchants autour de la table, il se passe 2 choses. La première chose, c'est qu'on récupère des souls, donc les âmes que le diablotin a laissées, on se le répartit ou alors on se les prend directement, mais vaut mieux se les répartir vu que c'est un jeu en fait coop. Et ensuite on tire une carte de loot, si la carte nous disait de tirer une carte de rare loot ou le loot, à savoir que le rare loot c'est vraiment des trucs assez bons qu'on va trouver. Donc on tire une carte loot, on regarde, et là on va avoir en fait, voilà, c'est la Broken Pike qui nous permet d'attaquer plus un dommage, etc. On peut attaquer jusqu'à 2 de distance. Avec cette carte, on est dans l'obligation d'avoir une carte trésor chez tout le monde. Donc par exemple, moi je peux pas prendre cette carte et s'il y a une autre carte à côté, je reprends la même en disant tiens, j'ai 2 cartes trésor. Non, on est dans l'obligation d'en donner une à chaque personne et une fois qu'on a fait un tour complet, on récupère des cartes, etc. On peut toujours s'échanger, en début de tour, il n'y a aucun problème, mais on est dans l'obligation de donner ça de manière équitable. Donc on a toujours le coût ici... de revente, etc. Et on met ça dans l'équipement. Ça, c'est le premier cas qui nous offre à nous et qui nous permet d'avoir différents trucs. Le deuxième cas de figure, c'est si on se fait attaquer. Donc là, je vous ai montré grosso modo l'attaque, et on va voir comment on défend. Donc si on se fait attaquer, hop, on reprend notre petit exemple ici. Lui va attaquer, on va dire que voilà, je sais pas, il fait 4 pour toucher, il lance son dé, il fait 3, ça ne marche pas. Il fait 4... ça marche, il rajoute sa force, on enlève l'endurance, moi j'ai 4 en endurance, on récupère le tracker ici, par exemple je prends 2 PV, 1, 2, et il me reste 10 points de vie sur les 12. L'autre cas de figure, c'est si par exemple il prend 6, et là vous allez voir que eux par exemple ils vont taper plus fort.
Par exemple, ils vont avoir 2d6 pour pouvoir taper. Et c'est là où c'est vachement intéressant et c'est la partie stratégique du truc. L'ennemi ici qui va faire 6 et qui a par exemple 2d6 pour infliger des dommages, potentiellement vous voulez pas les prendre. Et la règle elle dit quoi? Elle dit que on a une fenêtre d'activation quand on se prend en fait un touché. Donc dès que le hit passe, le mec doit voir normalement combien on prend en blessure. Et là on a une fenêtre qui nous permet d'activer ici nos petits tokens. La première activation étant la plus simple, étant de dépenser, vous voyez, hop, 2 stamina pour faire un back, de se mettre ici, et là, on ignore directement l'attaque, et c'est ce qui est bien, c'est si on a 2 mecs qui attaquent en même temps, du coup on ignore les 2 attaques, donc ça c'est vraiment important. La deuxième chose qui est plutôt pas mal, c'est de faire une évasion. Donc là, je vous ai montré le thumb. L'évasion, vous retournez uniquement un token. Vous pouvez le faire qu'une fois, alors que le thumb, vous pouvez enchaîner. Vous pouvez faire un ici et un ici. S'il a une allonge, par exemple, mais ça coûte toujours 2, donc vous allez enlever votre stamina au complet sur les 4. Et l'évasion, vous dépensez un stamina. Vous récupérez votre agilité qui est par exemple ici de 3 et pour chaque 2 points d'agilité, vous ignorez une blessure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, l'agilité, j'ai 3. Eh bien, j'enlève un token évasion que je ne peux faire une fois à mon tour durant une attaque, et je m'enlève potentiellement, j'ai 3 en agilité, donc on part par palier 2, on ignore une blessure, j'enlève une blessure, j'ignore une blessure, et il y a mon armure à côté qui va pouvoir faire des trucs aussi avec mon endurance. Donc voilà, c'est là où vous allez pouvoir builder en fait votre personnage, à savoir que l'agilité, ça va nous permettre aussi de nous rendre plus agiles et d'enlever des tokens, des blessures, d'ignorer des blessures et non pas des tokens avec un token de stamina, ou alors renforcer son armure qui va nous permettre d'absorber des dégâts. Chose qui est compliquée quand vous avez en fait un mec avec beaucoup d'armure, c'est que s'il fait des critiques, et bien là votre armure en fait est percée. Et vous ne prenez pas vos bonus d'armure, vous prenez uniquement votre endurance. Chose qui va aussi dans les deux sens. Si vous faites un 6, vous attaquez un monstre, lui il n'a pas d'armure avec votre 6, et le monstre quand il attaque et il fait un 6, vous perdez votre armure. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment jongler sur l'agilité du personnage, lui rajouter d'armure mais pas trop puisque les 6 c'est imperméable, mais à côté il vous faut quand même un peu d'armure puisque si vous n'avez plus de token pour pouvoir jouer en fait votre évasion et enlever des blessures potentielles, ça va être l'armure qui va absorber. Donc il y a toute une petite gymnastique à faire et c'est vraiment là où c'est hyper sympa. Donc la phase de mouvement, hop, on va pouvoir bouger. La phase d'attaque, on va pouvoir attaquer. On a deux substituts. La première concernant la phase de déplacement où on peut enlever cette phase de déplacement pour regagner un token d'endurance qui est de fatigue ici. Et on a la phase d'attaque qu'on peut squeezer aussi s'il n'y a personne à attaquer pour pouvoir se déplacer à nouveau. Ça veut dire que pendant son tour, grosso modo, on peut se déplacer 2 fois durant son tour. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se mettre ici et on va attendre. Donc on relance ensuite un nouveau tour de jeu, on lance le dé, on fait un 2, tout va bien. Ensuite, on a une exploration, donc on va tirer la première carte de donjon. Tiens, on va dire que c'est par exemple cette salle. Vous voyez que dans des salles, en fait, vous allez avoir des escaliers pour pouvoir monter et sortir. Donc vous êtes dans l'obligation de prendre des escaliers pour pouvoir monter. Et chose assez importante, c'est que si vous êtes sur un terrain surélevé et qu'il y a un monstre ici, vous n'êtes pas dans sa zone de menace qui est adjacente, donc vous allez pouvoir vous déplacer librement. Donc c'est super intéressant aussi de prendre des postures défensives au-dessus. Donc on va mettre ça ici, hop. Et on va mettre ça ici, comme ceci, c'est la nouvelle salle. Et on va rajouter même une porte. Voilà, on va se donner le luxe de rajouter une porte. Et on va rajouter cette porte, par exemple, ici. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Une fois qu'on a fait ceci, on a le tracker à chaque exploration, à chaque fin d'exploration, qui augmente. Donc vous allez voir que même si vous ne faites pas de 1, à chaque fois que vous allez explorer, ça va augmenter de 1, de 1, de 1, de 1. Une fois qu'on est ici, on va tirer aussi une carte de la salle, et la carte de la salle, par exemple, nous va dire qu'il va y avoir un coffre dans cette salle. Le coffre dans cette salle nous donne une action supplémentaire qu'on va pouvoir faire avec notre personnage, ça veut dire que durant la phase d'attaque, au lieu d'attaquer, on va pouvoir chercher la pièce. Donc on va pouvoir tirer des coffres, retourner pour voir ce que c'est, donc là par exemple on nous donne une carte loot, on récupère une carte loot, etc. Donc ça c'est aussi une action qui est substituable à la phase d'attaque, c'est d'enlever son attaque pour pouvoir récupérer et chercher des salles directement. S'il y a des monstres, on ne peut pas chercher, on est obligé de se taper tout le temps. L'extension d'Adventure Packs nous dit quoi? Nous dit que quand on découvre une salle, on prend une carte d'environnement et on la retourne. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment indispensable ce pack d'Adventures dans ce jeu Dark Light Memento Mori,
puisque ça rajoute un truc mais énorme. Donc là par exemple on trouve un portail dans cette salle, on va pouvoir chercher la salle pour utiliser le portail, et ça peut nous ramener n'importe où dans le donjon. Donc c'est vachement sympa, on a des portails, on a des coffres supplémentaires, on a des otages à délivrer si on le souhaite, donc il y a toujours une prise de risque, vous êtes dans l'obligation ou pas hein, de pouvoir faire ces cartes d'environnement, mais dans les cartes d'environnement, il y a aussi des choses qui vont nous permettre de faire des trucs assez sympas, c'est de trouver par exemple un pilier qui est instable, donc on va pouvoir taper sur le pilier et infliger 1d6 de dégâts aux ennemis qui se trouvent à l'intérieur. On va avoir des petits trucs de brasier, parce que je le vois ici, je sais qu'il y a un environnement qui est comme ceci. C'est des petits brasiers qu'on va pouvoir taper et on renverse le feu sur nos ennemis, donc ça va encore les infliger en dégâts, leur donner l'aspect enflammé, etc. Donc ça, c'est vachement un truc génial qu'ils auraient dû mettre en fait dans le jeu de base, puisque pour le coup, ça vous fait acheter en fait des extensions, donc c'est sympa pour eux, mais ça a vraiment une importance mais capitale dans le jeu, à savoir que c'est uniquement viable sur des salles, hein. Tout ce qui est couloir, etc., on prend pas de carte d'environnement, mais uniquement on a des salles comme ceci, on prend des cartes d'environnement. Donc on continue tout ceci jusqu'à la fin, et puis grosso modo, on regarde ce que ça donne. Quand on spawn des monstres, on a deux types pour pouvoir spawn des monstres. Le premier type étant le standard, c'est que là par exemple, si je dois tirer une carte d'événement lors d'une exploration et que je dois faire mettre des monstres, eh bien je les place directement le plus loin de l'entrée, donc sur un truc de damier, une sorte d'échiquier. Donc on va les espacer d'une case à chaque fois, vous voyez, hop, et ensuite on va les mettre sur les cases en les espaçant toujours. Donc on fait tout ceci jusqu'à mettre l'ensemble des groupes. À savoir que les figurines qui se posent en première sont les figurines qui ont l'aspect range, donc qui vont se trouver tout à l'écart en fait de nos personnages. Et ensuite, voilà, on continue à spawner des trucs. Donc ça, c'est le premier cas de figure où on va spawn des mecs lors d'une exploration. Le deuxième cas de figure, c'est si on tombe sur un 1, on tire une carte de rencontre puisqu'on arrive sur le token qui est rouge, et là on a un spawn de monstres, donc on tire une carte d'Encounters, et on met nos monstres directement adjacents en fait, hop, à notre personnage. Donc là, ils nous font une embuscade et ils attaquent directement. La petite particularité, c'est que quand on va poser des personnes de range, on va les poser à 2 tuiles en fait de la personne qui s'est pris l'embuscade. Donc c'est vraiment intéressant de se positionner et d'éviter de se prendre des tirs ennemis, puisque du coup les mecs vont se taper dessus, etc. Et nous allons enfin passer à la mort. La mort n'est pas inéluctable en fait à Darklight, puisque vous allez fréquemment mourir et vous allez compter sur vos compagnons pour pouvoir vous soigner. Quand on meurt, donc quand on atteint 0 en point de vie, il y a 2 choses à prendre en compte. Déjà, d'une part, on perd tous ces âmes, tous les souls qu'on a récoltés durant l'ensemble en fait de l'avancée. Uniquement pour ce donjon, nous les perdons directement. Donc c'est pour ça il y a un aspect coop qui est vachement fort, puisqu'on va pas laisser les personnes mourir, on va essayer de les soigner, etc. pour pas qu'ils perdent leurs âmes, puisque c'est des couronnes, de l'argent qu'on va pas avoir plus tard. Donc il est vraiment important de garder ça à l'esprit. Quand on meurt, il y a aussi une chose qui se passe, c'est qu'on va lancer en fait sur les tableaux blessures pour savoir notre condition physique. On peut avoir les dents cassées, on peut avoir un bras en moins, on peut avoir un œil en moins, on peut avoir aussi les côtes cassées, on peut avoir des contusions à la tête, du coup on a -1 en mind, etc. Donc il y a plein de trucs assez sympas qu'on va pouvoir soigner en allant dans des événements qui nous permettent de nous soigner dans le village, etc. Mais pendant ce donjon, voilà, on va avoir vraiment de gros dégâts. Et durant son tour, en fait, quand on est assommé, enfin quand on est plutôt mort, puisqu'assommé est aussi une condition à l'intérieur, et quand on est mort, on couche sa figurine ou on met un token, le plus simple c'est de mettre un token. À son tour de jeu, en fait, on va lancer 2d6. On va lancer 2d6, et si on arrive à faire moins que les blessures qu'on s'est soignées, du coup, on se relève. Ça veut dire quoi comme ça? Ça veut dire que du coup, là, je suis à 12 en points de vie, donc j'ai pris le maximum, je ne peux rien faire, je ne vais même pas lancer mes dés, puisque je ne ferai jamais en dessous de 12. Par contre, si on me soigne à un minima de 2, c'est-à-dire que si là, je me prends un bandage et que je suis à 10 points de vie sur les 12, je vais lancer 2 dés, et si je fais 10 ou moins, eh bien je me relève directement, et mon âme en fait repénètre à l'intérieur de mon corps. Donc en fait, il faut imaginer une âme qui est stagnante au-dessus, et hop, quand elle se soigne, elle repénètre. On perd pas ses stuffs, etc. On perd uniquement ses âmes. Par contre, si on fait ça 4 fois, donc si on meurt en fait 4 fois durant le donjon, on est cliniquement mort, et là on meurt pour le restant de la partie et de l'aventure. Donc faites vraiment attention, puisque vous perdez en fait votre personnage. Chose qui est importante, c'est si vous êtes mort et que un mec uniquement sort
du donjon. À la fin du donjon, tout le monde se ressuscite, récupère full life, full mana, etc. Et vous êtes enfin prêt à jouer durant la carte d'aventure, qui n'est vraiment pas compliquée, puisque du coup, ce que des cartes à tirer pour lire les événements. Et je vais vous parler enfin du village, puisque je vous ai dit l'ensemble des choses à savoir sur les attaques et les actions, sans rentrer dans les détails du poison, des tokens d'enflammés, de comment jeter des sorts, etc. Puisque ça, la vidéo durerait 6 heures. Quand vous finissez un donjon et que vous jouez en mode scénario, vous avez la possibilité en fait de choisir soit des grands villages qui correspondent à l'ensemble de ces maps avec les lieux spéciaux que vous avez ici, soit de prendre les petits boui-boui qui correspondent uniquement au premier étage ici avec 2 lieux spéciaux, donc on a l'étable, la taverne, le marketplace et puis l'église, ou alors vous prenez un village un peu plus grand qui correspond à 4 choses spéciales en lieu, et on va avoir toujours la church, la taverne, le marketplace et puis l'étable qui nous permettent de nous faire des trucs. Donc c'est un peu comme Warhammer Quest, donc là vous voyez le quest book qui est ici, là vous avez la première, les formidables illustrations, la première étape qui est The Awakening, donc qui est le réveil, et on nous dit ensuite de, par exemple quand vous avez fini celle-ci, d'aller en page 42, donc on va en page 42 et on suit ensuite les événements. Donc là on a la map monde, vous voyez que c'est assez grand et c'est assez bien foutu. Donc en 42 on a ça, on se réveille avec ça, ensuite on nous dit d'aller au point 1, le point 1 est ici, et on a des breakpoints. Les breakpoints ça veut dire quoi? Alors je vous montre pas tout pour pas vous spoiler. Les breakpoints en fait c'est des phases qui sont figées durant votre quête et qui vous permettent de faire du coup des side quests pour récupérer plus d'âmes, pour continuer l'aventure en étant plus stuffé. C'est un peu ce que vous avez à Diablo, vous allez looter en fait dans différents univers pour pouvoir récupérer de l'or, vous stuffer, ensuite continuer la partie. Et je trouve ça intéressant d'avoir des phases comme ça de break où vous allez grosso modo vous stuffer et concentrer un peu votre force de frappe, sachant que plus vous allez augmenter de niveau et plus le monstre va augmenter aussi de niveau. On va avoir aussi des petites compétences. Donc vous voyez, c'est les 2 anges qui se sont aimés et du coup, c'était interdit. Il y en a un qui a été damé et l'autre qui a été tué. Et l'autre essaye de récupérer sa femme, enfin son amour plus précisément, avec des âmes qu'il reconstitue. Donc c'est assez glauque, c'est assez sympa aussi. Donc là, on a le Settlement Location, qui sont grosso modo les événements que vous allez pouvoir faire. Donc on en a mastoc, on a des tavernes, on a des églises, on a des étables, on a le marketplace. Donc tout ceci, en fait, c'est ce qu'on va pouvoir acheter. Et à chaque fois, on a des événements à faire quand on finit le lieu. C'est comme Warhammer Quest. On a le healer, on va pouvoir se soigner. On va avoir la guilde, là, on va pouvoir augmenter en fait son niveau. Le sanctuaire, le blacksmith, on va pouvoir augmenter ses dégâts critiques, etc. Donc très très bien. On a le tatoueur aussi, on va pouvoir se tatouer pour augmenter nos dégâts par rapport aux démons, etc. Donc c'est vachement complet et très très sympa. On va pouvoir acheter une maison, on va pouvoir visiter aussi le château, des cimetières, l'apothicaire, il y a plein de lieux quoi, enfin voilà, le château, on va pouvoir faire plein de trucs, voilà, c'est hyper complet. C'est le dungeon crawler en fait dans son excellence que j'attendais, puisque voilà... C'est tout ce que je voulais avoir dans un dungeon crawler, de l'aventure, des péripéties, des lancers de dés foireux, etc. Vous allez vous en prendre plein la gueule, mais vous savez que si vous aimez les dungeon crawlers, vous savez qu'il y a beaucoup de dés, et puis le hasard des dés fait aussi beaucoup à l'intérieur. Donc je vous ai montré l'ensemble de ce qu'on pouvait trouver dans une boîte, de comment on pouvait jouer. Et voilà, c'était Darklight Memento Mori, un jeu d'aventure dans les sombres donjons infestés par les démons, un jeu de Dark Ice Games, sorti en Kickstarter. Ça vaut une centaine d'euros de 1 à 4 jours. Vous pouvez le trouver logiquement, je dis bien logiquement, sur la boutique de Darklight, donc de Dark Ice Games. Je sais qu'ils doivent... Alors, ils font pas un reprint, par contre, ils vont avoir des boîtes en rab, il me semble, par rapport au Kickstarter. Et si ça vous intéresse, allez le choper dessus. Ou alors, je sais qu'on a des sites en Allemagne de jeux de société qui le vendent, parce qu'ils ont encore un stock dessus. Donc, si ça vous plaît, hop, allez-y dessus. Alors, vous voyez que la boîte est très très grande, donc du coup, je vais la mettre, hop, ici, voilà, à côté, je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors, les figurines étant très belles, donc je vais vous les montrer quand on peint un peu. Voilà, ça donne ça. On a des grosses figurines qui sont comme ça. Voilà, ça c'est du monobloc, vous voyez que pour le monobloc c'est très 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 détaillé. C'est l'un des jeux en fait les plus détaillés que j'ai pu voir en termes de monobloc comme ça, quand on reste sur du monobloc comme ça. On va avoir des grosses figurines aussi, grosses figurines comme vous voyez ici, donc c'est vachement dégueulasse. Donc là ça représente un monstre qui est en fait...
agrémenté de plusieurs hommes, de corps de femmes, etc. et qui constitue le monstre. C'est un serpent, une sorte de ver humain. Et vous voyez, hein, si je prends en fait un truc, on sent que c'est un monstre, parce que c'est épique. Vous voyez, il est tout petit et là il est grand. Et c'est vachement bien foutu, quoi. Vous voyez qu'il y a... Enfin, c'est énorme. Si on pose ça, vous voyez que ça fait ça. Le mec se met à côté, donc on est sur une échelle un peu plus grande. Et moi je trouve ça hyper bien foutu. L'un de mes meilleurs dungeon crawlers. Je pense que ça détrône même pour ma part, encore une fois, Kingdom Death, parce que c'est pas plus complet. Mais c'est différent, et ça me raconte plus une aventure que Kingdom Death, hein, qui sont pas c'est pas le même gameplay, etc. Mais voilà, là j'ai plus l'impression de jouer à un Diablo-like et j'aime beaucoup. De toute façon, c'est assumé, hein, quand on voit un peu, on sent que c'est un peu du Diablo dans l'univers sombre, etc. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Alors les points positifs, il y en a pléthore. C'est un dungeon crawler, c'est pour ceux qui aiment le Warhammer Quest old school revisité avec de belles figurines, avec du beau matériel, des belles tuiles, voilà, des cartes uniques dans leur genre, c'est-à-dire on a différents environnements qui sont uniques, différentes cartes de voyage qui sont uniques, différentes cartes de donjons qui sont uniques, différentes cartes d'événements uniques, voilà, toutes les cartes sont uniques, sauf dans les loots et les loots rares, hein, où vous allez avoir des doublons, etc. Mais ça c'est un peu normal, puisque sinon on jouerait uniquement avec des épées standard, et du coup ça sera un peu compliqué. On peut builder son personnage par rapport à vraiment ce qu'on veut jouer. Si je peux prendre un warrior, un gros tank qui fonce, qui charge et qui tape, je le peux. Si je peux prendre un warrior Black Knight qui est... par exemple, comme je l'ai constitué ici en début de partie sur le combat stance qui adopte des postures défensives et des postures offensives, je le peux. Il y a plein de trucs à faire sur son personnage, c'est par rapport au gameplay que vous souhaitez, etc. Donc c'est vachement sympa, c'est très complet, c'est le dungeon crawler par excellence, vraiment, s'il faut en citer un. C'est celui qui détrône grosso modo tout le monde, avec un background derrière, avec une génération d'événements qui est très intelligente, avec le fait de pouvoir justement pallier avec ses endurances et de pouvoir s'enlever, d'ignorer des blessures, d'ignorer carrément même des attaques, etc. Sachant qu'on a toujours la phase de mouvement où tout le monde va avancer et puis tout le monde va attaquer. Donc le positionnement est très intelligent dans le jeu, il va falloir éviter de s'enlever des couloirs, etc. Enfin voilà, il y a plein de trucs assez sympas. La ligne de vue est très simple, donc on trace une ligne du milieu de la tuile jusqu'au milieu de la tuile de l'ennemi. Ensuite, si on a une visibilité, on tire. Si on n'a pas de visibilité, on avance et on essaye de tirer. À savoir que personne en termes de figurines ne va bloquer la ligne de vue, sauf uniquement pour le déplacement. Donc il y a plein de trucs assez sympas, hein, assez bien foutus. Les points négatifs, grosso modo, à l'intérieur, c'est pas tellement des points négatifs, c'est juste le hasard du dé, puisque si vous faites des coups critiques sur les monstres, vous allez vous en prendre plein la gueule. Ça va être hyper compliqué d'enlever du coup des dégâts, donc vous allez pouvoir vous faire one shot par rapport à des boss, etc. Donc c'est un peu le système Dark Souls, où c'est très dur à prendre en main, mais quand vous êtes stuffé, quand vous avez compris le jeu, quand vous vous dites alors là il faut que je garde quand même ma fatigue, puisque derrière je vais pouvoir faire une esquive, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui est complet et qui est basé quand même sur le skills entre guillemets, même si les dés vraiment sont très punitifs des fois, hein, même assez souvent, et là on peut pas pallier aux dés. On a des relances qui nous permettent d'être faites par rapport à certaines compétences, mais dans le début de partie, c'est vrai qu'avec les items de merde qu'on a, c'est très compliqué de faire le tuto. Je crois que je l'ai fait 3 ou 4 fois avant de pouvoir gagner. Mais voilà, c'est un jeu qui est rude, mais qui est très bien, parce que vous en refaites juste une autre derrière. Et c'est hyper sympa en tout cas à jouer et très plaisant, mais aussi frustrant, puisque c'est le hasard des deux, et ça malheureusement on peut pas faire des 6 tout le temps quand on le souhaite. L'autre point négatif, c'est les cartes d'environnement qui sont uniquement dans une extension. Il va falloir acheter l'extension pour les avoir, puisque franchement quand vous avez joué avec, revenir sans c'est impossible, et c'est même compliqué. On peut pas revenir derrière, puisque voilà, ça apporte tellement de richesse dans le gameplay, et ça vous donne voilà, des donjons qui sont vraiment uniques, que du coup c'est un peu compliqué de revenir derrière. Il y a aussi en termes de points négatifs, pardon, le fait, voilà, vous voyez que moi je joue pas comme ça. On a des encoches en fait en dessous, comme dans Warhammer Quest, en fait on clipse les tuiles, et moi j'aime pas jouer avec ça parce que ça use les tuiles sur le côté. Donc ce que je fais, c'est que je mets 2 tuiles en fait à côté, hop, et je place ça juste au-dessus du liseré noir, comme ça on a toujours nos cases.
et on a juste à popper nos trucs dessus, et c'est le plus simple. J'aurais plus vu en fait voilà, des trucs comme ça avec des cartes standards, des standees, hop, qu'on met comme ça, c'est plus simple. Bon là ils voulaient faire un univers 3D, pourquoi pas, c'est bien, ça rend bien, mais c'est peut-être un peu trop pour pas grand chose. Sinon le reste, rien à dire, c'est du bonheur, ça j'aime beaucoup, le fait de pouvoir mettre des cartes en dessous, c'est tout con, mais c'est hyper bien et ça nous permet de voir comment on met son personnage. J'ai aussi aimé le fait d'avoir des loots, des rares loots, donc quand on va tuer un boss, bah, c'est un rare loot qui va tomber. Voilà, on a vraiment l'aspect du Diablo-like, des hack and slash sur jeux vidéo, où on va pouvoir looter des items rares et on est content, on va pouvoir les revendre, les récupérer, on va pouvoir forger d'autres armes, on va aller chez le blacksmith qui va nous renforcer notre arme en infligeant 3 ou 4 critiques quand on fait un critique. C'est vachement génial là-dessus. Il faut de l'argent. Vous allez pouvoir échanger vos souls par rapport à une monnaie en fait courante qui est dans les villages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, de base, une âme en fait, pardon, coûte 10 couronnes. Là c'est le plus simple. Vous allez pouvoir en fait partir à travers champs et vous dire que grosso modo, avec un des 6, lancer le D6, ça va être un multiplicateur par rapport à vos couronnes. Donc certaines contrées va vous acheter en fait les âmes un peu plus chères que d'autres, etc. Ça c'est une option hein, qui est à l'intérieur, vous pouvez jouer sans ou avec, mais c'est vachement intéressant d'avoir du coup ce système-ci. Le fait de tatouer son personnage, d'avoir des gains supplémentaires, ça je trouve ça mais génial. Le fait aussi de gagner de la réputation ou d'en perdre, plus vous allez rendre service aux villageois, plus vous allez avoir une renommée en fait dans le monde d'Intermundis, et plus on va vous faire de rabais. Par contre, si vous êtes un sanguinaire, vous brûlez des monastères, etc., et vous voulez rendre des services à personne, vous allez en fait payer un peu plein pot les items, et même des fois le double. Donc c'est un peu compliqué, il faut essayer de jalonner avec ça, ou d'envoyer le mec qui est hyper fort acheter des trucs et vous les distribuer, voilà. Donc il y a plein de trucs à faire, c'est un jeu qui a une durée de vie, mais quasi... je sais pas combien on a de quêtes à l'intérieur, mais vous voyez, enfin tout ça c'est des quêtes, tout ça on lit, etc. Et c'est la fin de l'acte 1, à la fin ils nous ont dit que c'est la fin de l'acte 1, donc on a différents actes qui vont arriver. Voilà, c'est un jeu illimité, hein, grosso modo, c'est comme Warhammer Quest, où vous pouvez ensuite faire vos propres campagnes, etc. Mais de là, dans le jeu de base, là, vous avez une bonne centerdonne, mais facile. C'était Darklight Memento Mori, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez savoir plusieurs choses sur Darklight Memento Mori. Nous, d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, portez bien, jouez bien, à bientôt et ciao ciao.